Par contre, Dominique n'est pas arrivé, Dominique Bonin, et c'est lui qui présente le premier point qui est sur le cote. Alors, et ça m'embête quand même de démarrer. Alors, on va peut-être patienter. Arnaud, tu m'as dit, Arnaud, il arrive quand? Quand je te l'ai dit, c'était 5-10 minutes. Donc je pense qu'il va arriver dans 5 minutes. Oui, alors je suis désolée, si vous voulez bien, on va commencer juste les premières étapes, puis on va patienter 2 minutes parce qu'il ne va pas tarder. Il va pas tarder. Alors, je vais commencer par les pouvoirs. Éric Sautreau donne pouvoir à M. Pelot, M. Landais donne pouvoir à M. Froment, Mme Thibault donne pouvoir à Dominique Bonin, quand il va arriver. Françoise Baudry me donne pouvoir, Mme Oudon donne pouvoir à Mme Moreau, M. Pelletier-David donne pouvoir à M. Marcheteau, Mme Guinaud à M. Barré, qui va arriver aussi. Il m'a envoyé un texto, il a du retard. Madame Evenot donne pouvoir à M. Piédalu, qui là, oui. Madame Sosso donne pouvoir à M. Bouget et Madame Joly donne pouvoir à M. Fabre. Voilà pour les pouvoirs. Ensuite, est-ce qu'il y avait des observations sur le procès-verbal du Conseil communautaire du 24 février? Non? Pas d'observation, je vous remercie. Secrétaire de séance pour ce soir. Alors, secrétaire de séance. Alors, en proposition, j'avais Gaël Fleury, Yann Pelletier, Lisiane Moreau. Oui, Lisiane? Ok. Lisiane Moreau, merci beaucoup. Et ensuite, vous aviez donc les présentations des délégations consenties par le Conseil communautaire, d'une part pour les délibérations prises par le bureau communautaire et d'autre part prises par moi-même. Y avait-il des observations? Non? Parfait, je vous remercie. Et je pense que Dominique ne va pas tarder. Je vais me permettre de l'appeler pour voir où il en est. Sinon, s'il était un peu trop loin, on passerait sur un autre point. Florence, si on décale de 2 petites minutes. Je vais voir. Et si jamais il n'est pas là... Autrement, tu fais si tu commences. Pas d'opposition, il faut qu'on commence par les points de finance Nicolas Vanier. On y va. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, comme vient de vous le dire la présidente, mais le micro n'était pas allumé, donc je vais me permettre de présenter les libérations finances me concernant, en attendant l'arrivée de Dominique. Bien, donc la délibération numéro 2 de ce soir, elle concerne donc le vote de l'État 1259. Vous avez dû recevoir également en mairie cet État. Vous le savez, donc suite à la réforme de l'ATH, on ne peut voter que sur le foncier bâti, non bâti et sur la CFE. Comme on vous l'avait indiqué également dans du vote du budget primitif, on ne souhaite pas vous proposer pour cette année d'augmentation de taux. Donc on proposerait pour le foncier bâti de ne pas prélever d'impôts. Sur le non bâti, 1,93 comme les années antérieures. Sur la CFE, donc le taux habituel de 24,97. Et donc ce qui nous permettrait de percevoir des produits à hauteur de 3 729 127 euros. Ce qui fait grosso modo 25 000 euros de plus que ce qu'on avait imaginé au moment du vote du budget. Donc c'est lié effectivement uniquement à l'augmentation des bases qui est un peu plus importante que ce qu'on avait projeté lors du vote du BP. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. À ce moment-là, je vous propose de voter les taux tels que je viens de vous le définir. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci. Et je m'arrête là pour le moment. Non, il n'est pas arrivé, c'est pas Dominique, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai vu un jean passer, je ne savais pas qui c'était. Je ne connais pas encore bien les jambes de mes collègues. Les visages, ça va mieux, mais les jambes. Ce soir, je dis rien. Ok, excuse-moi. Donc, même principe, mais sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Vous le savez, pour cette année 2022, on a encore de la redevance et de la taxe. Deux anciens territoires, le Pays de Saint-Hermine et le Péné de la Mer, sont toujours concernés. Donc là encore, comme on l'avait proposé dans le cadre du budget, on vous proposerait de maintenir
les taux avec un zonage, avec 7 zonages différents. Vous les avez par devers vous, avec, pour ce qui concerne donc Saint-Hermine, le fameux taux à 18,70. Et puis après, selon les secteurs, 6 secteurs différents sur l'axe Pays Lyonnais de la Mer. Au niveau du produit attendu, là c'est pareil, avec l'augmentation des bases, on arrive à un produit un peu supérieur à ce qu'on avait imaginé au moment du vote du budget, puisqu'on est sur un petit peu moins de 170 000 euros supplémentaires. Voilà, donc pour cette dernière année avec des taux un peu particuliers, il y aura un travail, comme l'avait dit la présidente, qui va s'opérer là dans les quelques semaines à venir pour déterminer les futurs taux applicables sur l'ensemble du territoire. Voilà, des questions ? Pas de questions. Est-ce que je vous propose d'adopter les taux tels que proposés? Des gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci. Ensuite, effectivement, donc on a l'appel à produits fixé pour dans le cadre de la GEMAPI. Donc on vous rappelle que c'est 40 € maximum par habitant, que le produit de cette imposition sert à financer uniquement, exclusivement donc des charges de fonctionnement et d'investissement en l'espèce pour les syndicats à qui on a transféré cette compétence, donc le syndicat mixte du bassin du lait et le syndicat Vendée-Sèvres-Otise, pour ce qui concerne notre territoire. Donc il y a eu un débat assez long et des échanges avec une présentation complète de JAM la fois dernière. L'appel à produits qu'on vous soumet ce soir, c'est par rapport donc, aux besoins de l'un et l'autre des syndicats, 1 662 086 €, étant entendu que dans ces montants, on a également les Ragondins pour 200 000 € et puis la station de pompage sur Saint-Hermine. Voilà. Des questions sur cet appel à produits? Pas de questions. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de voter cet appel à produits pour 1 662 086 €. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Oui. 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 Au vote, car les explications, les dates, les programmations des études et travaux de protection ne sont pas précises et acceptables actuellement au niveau du syndicat mixte bassin du lait. Donc il s'abstient. D'accord, ok, on enregistre. D'accord, donc je m'abstiens également. D'accord, donc on a 2 abstentions. Très bien, merci. Toujours ce qui concerne les finances, donc là on est sur une subvention pour la SPL de la Tranche-sur-Mer, le tourisme de la Tranche-sur-Mer, dans le cadre des vélos régalades. C'est une subvention qu'on a l'habitude d'octroyer. Simplement, donc c'est pas de la compétence du bureau parce qu'on est sur une SPL, donc ce qui correspond au droit privé à une ESA. C'est la raison pour laquelle on se trouve à vous voir. Et donc le montant de cette subvention, il est de 1 960 €, comme les années antérieures. Des questions par rapport à cette subvention? Vous n'êtes pas administrateur de la SPL? À ce moment-là, vous ne participez pas au vote? Super, merci. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Parce qu'on ne plus siffler. Le micro va lâcher. Le micro va lâcher. Même principe, subvention, mais pour la mission locale. Donc là, c'est par rapport au montant. Oui, Magali, bien sûr. Yveline n'est pas là. Non, Yveline n'est pas là, elle n'était pas là ce soir. Donc. Ok, donc Magali ne participe pas au vote. Et donc la mission locale, donc là c'est par rapport au montant, puisqu'on dépasse les 27 000 €, donc c'est pas la compétence du bureau. On voit que la mission locale est une structure qui organise le fonctionnement d'accueil, de formation, d'orientation et de suivi des jeunes de 16 à 25 ans dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle. Le montant qu'on nous demande cette année, c'est 1 € par habitant, étant entendu que l'an dernier on était à 0,95. Donc ce qui représenterait pour cette année un montant total de 50 371 € au lieu de 53 556 € pour l'an dernier. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Est-ce que des gens sont contre? Des gens s'abstiennent? Parfait, merci. Toujours dans le cadre des subventions, donc là ça concerne le SIAS, vous savez, on a la compétence action sociale d'intérêt communautaire. Ce qu'on vous propose, comme tous les ans, c'est de voter une subvention d'équilibre. Et pour l'année 2022, la subvention qu'on vous demande, c'est 51 592 €. Pour mémoire, l'an dernier, c'était 57 341 €. Des questions? Pas de questions. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Et puis, donc, délibération suivante concerne l'attribution de compensation de la commune de Château-Guibert.
Et ce qu'on vous propose, c'est une révision libre. Du coup, vous le savez, on a, comment dirais-je, prescrit notre PLUI en fin d'année dernière. Dans le cadre de cette élaboration du PLUI, il avait été décidé éventuellement pour les communes qui en feraient la demande et pour lesquelles on avait une possibilité d'obtenir la révision de documents, d'accepter, mais à la condition que ce soit les collectivités qui assument. En l'espèce, on nous dit que pour la procédure de révision de Château-Guibert, on est sur un montant de 11 300 €. Et donc on vous propose pour l'année en cours de baisser d'autant l'attribution de compensation de la commune de Château-Guibert, qui était jusqu'à présent de 119 843 €. Donc on vous proposerait de la diminuer à 108 543 € pour l'année 2022. Et bien évidemment, à partir de l'année prochaine, 2023, de repasser sur le montant de 2021. Des questions? Je crois que la commune a délibéré déjà favorablement, parce qu'il faut que ce soit concordant. Comme on est sur une procédure de révision libre, il faut que les deux organismes le valident. Donc c'est le cas pour Château-Guibert. Des questions? Pas de questions? On le met à vos voix. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci pour eux. Et puis, dernière délibération me concernant, c'est l'autorisation permanente des poursuites au comptable. C'était lié à la réorganisation du service, puisqu'aujourd'hui, le service comptable s'appelle le service comptable de Sud-Vendée Littoral, ce qui n'est pas sans poser de problème, puisqu'aujourd'hui, les redevables appellent à la Comcom et inversement appellent le Trésor, puisque c'est quasiment le même nom. Donc il y a des confusions, mais j'espère que ça va se régler au plus vite. Toujours est-il que ce n'est pas l'objet de la libération. Ce qu'on vous demande, vous avez dû également être sollicité, je pense, en mairie, c'est de revoter pour permettre aux trésoriers de faire ces poursuites. Comme vous en avez l'habitude, je ne vais pas toutes vous les lister, vous connaissez la mécanique, c'est une délibération qu'on a déjà prise dans le cadre du renouvellement. Encore une fois, c'est lié à la refonte et à leur nouveau nom. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. Est-ce que vous voulez des précisions sur cette délibération? Non? Je le mets à vos voix. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Voilà, Présidente, pour ce qui me concerne. Merci beaucoup. Alors, on va quand même laisser Dominique s'installer tranquillement. Mais c'est compliqué en ce moment. On a beaucoup de sollicitations. Et puis du coup, on laisse tranquillement et puis on va attaquer on va revenir au point numéro 1 de notre conseil communautaire lié à l'élaboration de notre SCOT avec le bilan de concertation et le second arrêt du projet. Vous le savez, on avait un premier arrêt qui avait eu lieu en 2020. Et puis, du coup, suite à un avis défavorable, on a donc apporté des modifications. On les a travaillées régulièrement tout au long de ces années pour aujourd'hui donc arriver au second arrêt. Et du coup, sur ces entrefaites, je passe la parole à Dominique. Et puis, donc, on a donc Florence qui est là et puis Geoffrey pour peut-être présenter, après voir comment est-ce que vous faites, vous présentez les modifications, Florence, comment est-ce que vous faites? Oui, d'accord. Ok. Tiens, je te donne. Si, tiens, c'est bon, ça va marcher. Ok. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais simplement remercier tous les messages de sympathie que j'ai reçus la semaine dernière par rapport à un drame qui est arrivé dans ma famille. Je remercie tous les maires qui se sont associés à cela. Merci à vous. Je n'ai peut-être pas pu répondre à tout le monde, malheureusement. Eh bien, le SCOT, donc, comme le disait à l'instant Brigitte, donc, avait été prescrit donc, en date de 2016 et par l'arrêté municipal donc, de 2015. Malheureusement, donc, le préfet de la Vendée avait rejeté, bien sûr, le premier arrêt sur différentes phases et puis sur différents domaines, concernant bien évidemment le foncier, ensuite le logement, et puis le logement et l'habitat. Donc il a fallu remettre le couvert donc, depuis plus d'un an avec le cabinet qui nous accompagne et qu'on remercie pour tout le travail accompli durant effectivement cette année de travail. Nous avons revu bien sûr totalement le projet
en essayant de se mettre le plus possible à niveau en fonction des demandes qui avaient été faites donc, par le préfet et puis par les services compétents. Je vais peut-être pas forcément lire toute la délibération, c'est pas forcément nécessaire. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse plutôt en débattre entre nous. Et puis, on n'a pas de présentation en fait ce soir. Si, il y a quand même une présentation, d'accord. Donc on va peut-être vous faire la présentation rapide de ce nouvel arrêt, et puis ensuite on pourra répondre à vos questions. Ce sera plus simple. Je vous laisse, Florence. Merci beaucoup. Oups, là, pardon. Je comprends pourquoi il était loin. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la prise de parole. Je vais essayer d'être concise et efficace pour vous retracer un petit peu le SCOT, son évolution. Effectivement, on a été confronté à des avis de l'État défavorables qui nécessitent par la suite évidemment de pouvoir retravailler le projet sans pour autant toucher à l'économie globale. Vous m'entendez bien ? Oui, on est d'accord. Est-ce que c'est mieux comme ça ? C'est pas mieux. Parce que si c'est désagréable. Il y a des choses qui gênent, il y a une interférence. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui. Je ne bouge plus. Merci, excusez-moi, c'est désagréable pour moi, donc ça doit être désagréable pour vous. Et vu que je vais parler un quart d'heure, il y a moyen que ce soit terrible. Voilà, on est d'accord. C'est pas bon, hein. Il y a beaucoup de résonance. Florence, celui-ci fonctionne bien, mettez-vous là. Ou alors Merci, est-ce que c'est mieux comme ça ? Ah bah voilà, bon parfait. Merci, excusez-moi. Alors, je reprends l'introduction. Donc effectivement, il était nécessaire de revoir le projet. Une élaboration de SCOT, c'est une démarche complexe, complexe par le nombre d'acteurs qui est autour de la table pour réfléchir à ce SCOT. Complexe parce qu'on réfléchit à un développement de territoire sur une quinzaine ou une vingtaine d'années, ou en tout cas on prémâche ce travail-là. Complexe parce qu'il faut travailler tous ensemble, toutes les collectivités dans le même sens. Les communes en premier lieu doivent aussi tirer profit de ce SCOT. Et puis complexe parce que le SCOT, c'est ce qu'on appelle un document intégrateur, c'est-à-dire un document qui vient aussi intégrer ce que peuvent dire des documents à l'échelle du département et aussi de la région, les SRADET, les SDAG, les SAGE, ce dont vous pouvez aussi entendre par ailleurs. Donc, c'est une conduite de projet complexe, c'est pas on va dire, anodin d'avoir besoin de réarrêter, et en même temps, c'est nécessaire et important, puisque demain, il faut avoir la mesure de ce que représente le SCOT chez vous. Il vient chapeauter toute une partie des politiques publiques d'aménagement du territoire. Il vient chapeauter votre politique en partie en matière de développement économique, en matière d'habitat, en matière évidemment d'urbanisme, avec une déclinaison dans le plan local d'urbanisme intercommunal pour lequel vous avez délibéré, etc., etc. Bref, les tenants et aboutissants du SCOT sont significatifs. Donc il est nécessaire de comprendre en quoi votre projet a évolué et ce sur quoi il n'a pas évolué.
On a décidé, au lieu de vous faire une présentation sommaire, de vous dérouler le document d'orientation et d'objectifs. On avait fait cet exercice en conférence des maires, notamment. On a fait cet exercice avec les personnes publiques associées, chambre consulaire, État, etc. Donc on fait le même exercice avec vous. L'idée, c'est pas de lire le DO, c'est de s'arrêter sur quelques pages pour lesquelles on a fait un travail effectivement technique et politique d'amélioration du document. Donc le document d'orientation et d'objectifs, je ne sais plus combien de pages il fait, une 60aine, quelque chose comme ça. Il se présente sous cette forme-là. Hein, c'est un document écrit en A4, structuré avec vos 4 axes stratégiques. Votre stratégie de territoire n'a pas changé. Vous avez réaffirmé ces 4 axes stratégiques, celui d'affirmer le positionnement de votre territoire dans un premier temps, celui d'assurer un développement cohérent, garant des grands équilibres, celui d'adapter les modes d'urbanisation, évidemment aux spécificités communales, et puis toute une question sur la question du cadre de vie, de la sobriété liée. Et vous voyez, derrière ces 4 axes, on a des entrées thématiques, on parle d'armature du territoire, on parle d'aménagement commercial, on parle de centralité, de lutte contre l'artificialisation, etc. Je vais m'arrêter sur 3 grands thèmes qui ont fait l'objet des plus grandes évolutions, la question du développement économique, la question de l'habitat et la question de l'artificialisation des sols, puisque, comme beaucoup de documents d'urbanisme qui prennent du temps, entre-temps, on a toujours la joie de découvrir de nouvelles lois, et en l'occurrence la loi climat et résilience qui est venue fortement re-questionner les choses. Donc, à la fois, c'est dommageable d'avoir besoin de réarrêter, et en même temps, c'est une vraie opportunité pour vous, à un an près, de pouvoir commencer à préparer votre SCOT à cette grande évolution que représente la loi climat et résilience, qui porte en son sein des questions de lutte contre l'artificialisation, des questions de retrait et de stratégie de résilience et de retrait du trait de côte, donc des éléments qui vont fortement vous concerner à l'avenir aussi. Donc, c'est un SCOT qui se veut un préalable à l'intégration complète de la loi climat et résilience. Sachez que ce débat-là doit avoir lieu avant tout à l'échelle du SRADET, à l'échelle régionale, se déclinera dans votre SCOT, puis ensuite retombera dans votre PLUI, dans votre PLH, etc. On a travaillé le SCOT pour que vous n'ayez pas besoin de refaire dans 2 ans une révision, mais une modification simplifiée pour intégrer cette loi-là avec tous les décrets, tout ce qui sera sorti entre-temps. Voilà, une grande introduction pour vous rappeler ce qu'est le SCOT, dans quel contexte il s'inscrit, ses tenants et ses aboutissants. Je zoome maintenant et vous m'excusez, je vais passer quelques pages sur les thèmes qui nous intéressent le plus. Alors, la question... dans un premier temps, de l'aménagement commercial. Je rappelle simplement que sur ce point-là, il n'y a pas d'évolution majeure sur votre projet. La seule chose qui a évolué, qui est un point stratégique et d'envergure, c'est la question du devenir de Champrovent, qui était affirmé auparavant comme une extension commerciale possible, et c'est un projet qui a disparu du SCOT actuel. Point de crispation dans le PLUI de Saint-Hermine, point de crispation dans le SCOT. Il a été décidé d'enlever ce point-là, et notamment de ne pas réaffirmer le devenir commercial de cet espace-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne se fera rien, puisqu'il y a plutôt une ambition de développement économique au sens large du terme, en gros tout sauf du commercial notamment. Donc, première grande évolution du SCOT. Deuxième évolution, évidemment, toute la question des zones d'activité économique et notamment de la place du Vendéopôle. Un travail très fin, et je remercie le service ECO pour le travail opéré avec Geoffrey notamment pour réussir à alimenter ce volet-là. En substance, concrètement, qu'est-ce qui change ? Vous allez le voir, c'est que la stratégie de développement économique s'est fortement clarifiée. Vous n'entrez plus par une stratégie, entre guillemets, par armature de territoire, mais par bassin de vie. Et vous avez décidé, dans ce SCOT, d'affirmer que chaque bassin de vie devait porter du développement économique à son échelle et à son envergure. Et qu'en premier lieu, le moteur du développement économique intercommunal, c'est le Vendéopôle. Et qu'à ce titre-là, vous allez le voir, vous lui avez donné, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, 80% quasiment de l'enveloppe foncière liée au développement économique demain. C'est un signal très fort envoyé à l'État, et certainement un signal que l'État attendait, ou les personnes publiques associées, c'est-à-dire quelle est votre stratégie et à quoi va servir ce foncier demain, et comment vous positionnez le Vendéopôle sur ces questions. Vous y avez répondu au travers des modifications qui sont ici.
Sachez par ailleurs qu'entre-temps, avec la loi climat et résilience, toute une partie des prescriptions est évoluée sur la question évidemment du foncier, la revalorisation des friches, la revalorisation du foncier déjà existant, etc. Je passe sur ces considérations. Troisième point majeur que j'évoquais, la question de l'habitat. L'État avait regretté au premier arrêt qu'il n'y ait pas d'objectif chiffré de production de logements locatifs social dans le cadre de ce SCOT. Nouvellement arrêté, vous avez bénéficié en tout cas du travail du service habitat et du démarrage du programme local de l'habitat. Et grâce à ça, à cet enclenchement-là, il a été possible d'écrire un objectif chiffré. Un objectif, ça reste ce que ça veut dire à l'échelle d'un SCOT, c'est ce vers quoi on tend et ce qu'on aimerait atteindre. Voilà. Est-ce que vous le ferez ? Est-ce que vous avez les conditions d'un écosystème professionnel tourné vers ça, etc. Ça pose d'autres questions, mais en tout cas, votre intention stratégique, elle est de développer ces logements locatifs sociaux. Donc ça, c'est un volet très fort de l'habitat que vous avez réalisé. Et puis, ce n'est pas la seule grande évolution. Elle se résume aussi à ce tableau-là, puisque ce qui a été fortement revu, c'est la question aussi de la production de logements, la quantification du besoin. Dans le premier SCOT, c'était un objectif autour de 550 environ logements qui étaient affirmés par an. Il a été rabaissé à 330 logements par an, plus proche des dynamiques que vous avez observées ces 50 dernières années à peu près. Là où le premier SCOT était plutôt sur une intention liée à une dynamique très favorable des années 2000. Il a été choisi de dézoomer un petit peu, de recontextualiser, de remettre un objectif qui semblait aussi plus réaliste, entre guillemets, par rapport à des dynamiques observées et avérées. Donc 330 logements par an. Évidemment, ça change le nombre de logements à l'échelle de chaque bassin de vie, pardon. Et puis, un curseur qui a été activé en faveur, entre guillemets, du rétro-littoral en lien avec une stratégie de résilience, puisque vous intégrez dans ce SCOT la nécessité de préparer votre territoire aux évolutions et aux changements climatiques, et vous avez activé ça en répartissant votre production de logements, vos enveloppes foncières et le développement économique associé. Voilà. Donc ça, c'est aussi fait partie des évolutions de ce SCOT. Les densités bâties n'ont pas bougé. Point peut-être d'achauffement à venir avec les personnes publiques associées. Nous aurons peut-être de nouveaux débats sur ces questions-là. Il a été dit que pour justifier cette position des densités qui n'avaient pas évolué, il a été argumenté que vous aviez fait des efforts significatifs sur la question de la consommation d'espace et que c'était votre entrée à l'échelle du SCOT et qu'ensuite vous déclineriez comme vous le souhaitiez à l'échelle finalement du PLUI et de renvoyer cette question à l'échelle du PLUI, notamment de la capacité opérationnelle de vos territoires à atteindre ces densités. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est ne pas écrire dans le SCOT quelque chose que vous ne pourrez pas appliquer au regard de vos contraintes patrimoniales, au regard de vos contraintes de loi littorale, etc., etc. Donc restons modestes sur ces questions de densité, mais cette modestie-là, il va falloir la défendre de manière significative auprès de l'État, notamment dans les mois à venir. Voilà sur ces grandes évolutions, et je m'arrête sur une dernière évolution significative, la question de l'artificialisation des sols. C'est ce que je vous disais jusqu'à présent, et comme certains d'entre vous ont peut-être participé à l'élaboration de documents d'urbanisme de PLU ou autres, on parlait de consommation d'espaces agricoles et naturels. On ne regardait cette problématique qu'au travers de ce qu'on a enlevé, ce qu'on soustrait de l'espace agricole et naturel pour le transformer en espace urbanisé. La focale a énormément changé avec la loi climat et résilience qui s'attache aujourd'hui à une notion d'artificialisation des sols. Et dit, demain, vous devez vous préparer à réfléchir de cette manière-là. L'artificialisation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un acte d'aménagement qui vient re-questionner la nature d'un sol, sa qualité, etc. Enfin bref, tout ça c'est décliné dans des décrets spécifiquement. Vous venez artificialiser. Si vous artificialisez, il faudra compenser. Ce qui est une notion complètement différente de ce que vous aviez l'habitude de considérer, car comme tous les territoires français, on regardait souvent les espaces agricoles et naturels comme des zones blanches sur lesquelles on pouvait écrire du développement urbain. Ça, c'est, on ne va pas dire fini, mais c'est fortement maîtrisé demain, encadré. Et donc, votre SCOT est écrit comme ça. Il dit quoi concrètement? Il dit le SCOT de la communauté de communes, il se prépare sur 2 pas de temps. Il dit, on fait un premier pas de temps dans la transition. 2023-2031, ça reste un objectif chiffré de limitation de la consommation d'espace.
Et à partir de 2032, on bascule vers cette transition au nom de l'artificialisation ou vers un objectif d'artificialisation. Vous avez concrètement, en faisant ces choix-là, décliné la loi climat et résilience en l'état, sans savoir ce que le SRADET dira pour vous. Mais vous avez dit, à minima, de toute façon, dès ce SCOT, on applique la loi. Et voilà. Donc ça, ce sera certainement le fer de lance à faire valoir auprès de l'État, en disant, mais vous voyez, avant le SRADET, on a déjà intégré, c'est la position qui vous permettra aussi, et ça c'est du off, même si on est enregistré, mais je vous donne mon conseil technique, c'est aussi un élément très intéressant pour venir débattre avec la région de votre projet, de votre stratégie, de sa quantification, puisque c'est bien maintenant, à l'échelle de tous les SCOT, que vous allez devoir débattre. Donc il y a un très gros travail qui a été opéré. J'en profite pour remercier Geoffrey, qui a été extrêmement actif et indispensable entre ces deux arrêts-là pour retravailler le SCOT, notamment sur ces questions d'artificialisation et de consommation. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'il sera demain, mais vous vous êtes outillés et vous avez réfléchi pour faire en sorte de pouvoir débattre. Voilà, déjà, et débattre dans une co-construction intelligente. Ce qui déjà est un pas très fort qui est fait vers une amélioration des éléments. Donc concrètement, ça dit quoi? Ça dit que vous avez une enveloppe pour 2023-2031 par bassin de vie, pour de la mixité résidentielle et puis ensuite pour du développement économique. Et vous voyez ce que je disais, pour la mixité résidentielle, on retrouve globalement en lien avec évidemment la production de logements, les densités, etc. La même, c'est une déclinaison foncière. Et vous voyez pour le développement économique que vous avez mis effectivement quasiment les 3/4 de l'enveloppe sur le bassin de vie de Saint-Hermine, c'est-à-dire principalement sur le Vendéopole notamment. Donc il y a des choix extrêmement forts qui ont été opérés dans cette écriture de SCOT qui donne à voir votre stratégie de développement à long terme. Rien n'est écrit dans le marbre. Un SCOT est amené à évoluer. Votre prochaine modification, je vous le souhaite d'abord d'approuver. Il va se passer bien 9 mois avant de pouvoir approuver. Et puis plus encore, derrière, sachez qu'il y a une modification simplifiée que vous aurez à faire parce que la loi climat et résilience va s'appliquer au SRADET, donc le SCOT devra l'intégrer. Et puis un SCOT, c'est évalué tous les 6 ans. Et donc, vous verrez si vous avez atteint les objectifs que vous vous êtes donnés. Oui, sur un certain nombre de points, tant mieux. Non, finalement, on n'est pas du tout dans ces dynamiques-là. On s'est trompé sur l'écriture, la vision prospective et stratégique, et on pourra corriger les orientations au travers d'une nouvelle révision dans 6 ans. Voilà à peu près les pas de temps, et j'en termine en termes de conclusion qui vous attendent. De nouveau, un temps administratif de 9 mois environ, je vous l'espère, passer en consultation, passer en enquête publique, et approuver suite à des modifications. Et puis ensuite, une vie de SCOT qui s'annonce riche encore, avec quelques évolutions attendues et surtout un bilan à 6 ans. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Bien, donc on va pouvoir, si vous avez des interrogations, des remarques à faire, ce sera intéressant qu'on puisse en débattre. Moi, je voudrais bien évidemment remercier le bureau d'études qui nous accompagne pour avoir fait en sorte en fonction des comités de pilotage et des comités techniques qu'il y a eu, de nous permettre d'avancer et surtout d'être aujourd'hui dans une phase de concertation avec les personnes publiques associées qui semble, lorsqu'on a eu la réunion il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, qui semble convenir effectivement de ce que l'on propose aujourd'hui dans ce schéma de cohérence. Comme l'a dit fort justement Florence à l'instant, attention malgré tout dans le cadre du SRADET, donc qui devait être normalement, on devait prendre des décisions au mois d'avril, elles ont été repoussées au mois de novembre. Maintenant, c'est en novembre. Il y aura peut-être des évolutions. En interscot, on se réunit régulièrement pour pouvoir en débattre et puis essayer de trouver quelque chose qui semble cohérent. Aujourd'hui, la difficulté que l'on a dans ce cadre du foncier, c'est toujours cette rivalité entre les métropoles et puis la ruralité. À savoir que nous, on souhaite effectivement pouvoir quand même convenir d'un développement un peu plus intéressant, notamment sur le foncier bâti pour nos communes, alors que ce n'est pas du tout ce qui est envisagé au niveau des grandes métropoles. Eux, ils sont plus sur du vertical, bien évidemment, comme vous le comprenez bien. Et à partir de là, il faut qu'on trouve un juste milieu pour que chacun puisse s'y retrouver dans le développement de son territoire, notamment
dans ce cadre-là, du foncier bâti, que ce soit pour le développement économique ou bien sûr pour de l'habitat. Voilà, autrement, je pense que Florence vous a décrit un petit peu les principaux points sur lesquels on s'est bien sûr focalisé pour avoir un projet qui soit cohérent, hein, et aujourd'hui il l'est. On va attendre maintenant bien sûr le retour des personnes publiques associées qui va se faire dans les 2 mois qui viennent à peu près, et puis ensuite après on reviendra vers vous. Voilà, avez-vous des remarques, des questions? Non, enfin, je vous rappelle que c'est un document qu'on travaille depuis 2015, donc c'est pas anodin. Oui, oui, François, oui. Voilà, je regardais sur le tableau tout à l'heure concernant le nombre d'habitations par hectare. J'ai vu qu'il y avait une différence entre l'Aiguillon et la Faute. Il me semblait qu'aujourd'hui ça ne faisait plus qu'une commune, c'est pour ça. Je ne sais pas trop, est-ce que c'est distingué, est-ce que voilà, c'était une remarque simplement. Alors, ça n'a pas dû être rectifié parce que là, oui, Florence peut y répondre, parce qu'en fait, du coup, on se retrouve avec une commune. En soi, ça ne pose pas de problème particulier puisqu'en fait, on a appréhendé le SCOT à l'échelle de bassin de vie et ces 2 communes-là sont dans le même bassin de vie. Donc, charge à ce moment-là de réfléchir à la déclinaison à l'échelle de cette commune-là et de son nouveau périmètre. Ça ne change rien et quand bien même vous auriez d'autres évolutions, ce qui se passe assez régulièrement, je pense à par exemple des départements comme le Maine-et-Loire où il y a une création de communes nouvelles très denses qui se sont opérées d'ailleurs juste après des SCOT, ça ne change pas l'application du SCOT. Voilà. Oui, parce qu'on était sur 30 logements à l'hectare sur la Faute et maintenant on est à 25 sur l'Aiguillon, c'est ce que tu veux dire. Oui. Ouais, le fait de la fusion avec la commune nouvelle, oui, ça changera. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Tout ça, c'est à la marge, hein, parce que de toute façon, on est toujours sur des productions annuelles et donc une densité aussi moyenne, en fait. Hein. On parle bien de densité moyenne. Non, pas de questions. Moi aussi, je voudrais vraiment remercier tout le monde pour le gros travail qui a été mené, parce que le premier arrêt qui a été, on s'est vu opposer un refus, ça nous a mis quand même un coup, parce qu'on avait quand même déjà beaucoup travaillé, on pensait déjà avoir fait beaucoup d'efforts. Là aujourd'hui, tout le monde a accepté aussi de refaire encore un pas en avant. Et voilà, moi je tiens vraiment à saluer le travail de Geoffrey et de ses équipes, du cabinet d'études bien entendu, et puis Dominique en chef de route sur le SCOT. Hein. Voilà, c'est un document majeur. Alors même si encore, comme l'a dit Florence, on a encore un peu de temps devant nous, hein, tout n'est pas validé, tout ne sera pas accepté, mais c'est un document qui est incontournable pour qu'on puisse travailler sur nos documents d'urbanisme. C'est les documents fondateurs. Enfin voilà, c'est quelque chose sur lequel on nous opposait régulièrement, cette absence de documents pour progresser. Aujourd'hui, ouf, on va pouvoir enclencher une autre marche. Non, pas de questions? C'est vrai qu'en parallèle, on part maintenant sur le PLUI. Donc effectivement, ça peut sembler être la difficulté. Je pense que c'est peut-être ce qui vous pose interrogation aujourd'hui. C'est qu'on va approuver un SCOT et puis dans la foulée, on part sur un PLUI. Donc dans le cadre du développement, c'est toujours effectivement les craintes que vous pourriez avoir, malheureusement. Bah, écoutez, vous n'avez pas d'autres interrogations, non, pas d'autres remarques? Alors je ne vais pas vous lire toute la délibération, parce qu'elle fait 4 pages. Hein. On vous demande simplement donc, de tirer le bilan de la concertation relative à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale tel qu'il a été présenté et annexé à la délibération. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Non. Donc, votez à l'unanimité, on vous en remercie. Merci Florence. Merci Florence. Merci. On continue et on reprend le fil avec la délibération. Et c'est toujours pour toi, Dominique, puisqu'on est sur les tarifs du droit des sols. Oui, alors souvenez-vous, on avait déjà débattu de la fixation des tarifs du service commun des droits des sols hein, pour
pour l'année donc 2021. Là maintenant, c'est pour l'année 2022. Donc la convention cadre que l'on avait prise au niveau intercommunal pour l'autorisation, donc c'était d'appliquer aux communes membres une tarification en fonction du nombre et du type d'actes instruits par commune. Il appartient donc au conseil communautaire d'arrêter le montant de ces tarifs. Au regard du bilan financier de l'activité 2021, la participation des communes adhérentes au coût du service ADS est de 56%. Et il est proposé dans les prochaines années donc d'augmenter progressivement pour atteindre donc le pourcentage de 70% à terme. Juste pour vous donner un chiffre là, en ce qui concerne les nombres d'actes instruits, entre l'année 2020 et l'année 2021, le service ADS a instruit 2074 actes en 2020 et en 2021 3119. C'est une progression énorme. Entre, par exemple, je prends ne serait-ce que les permis de construire, il y a eu 557 actes en 2020 et 986 en 2021. Pour vous montrer l'importance, effectivement, du nombre d'actes aujourd'hui. Pour information, d'ailleurs, on peut peut-être le dire ce soir, on est en phase de recrutement d'un personnel supplémentaire, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des tacites sur les services ADS. Peut-être que les maires, vous en avez vu passer. On est malheureusement contraint à ça. Donc, on vient de prendre pour un contrat d'1 an, donc une personne qui va arriver pour effectivement soulager le service. Et on noie, enfin, si vous allez au siège donc à Luçon sur service ADS, il croule sous les dossiers. En plus, il y a des dossiers qui sont quand même très épineux, parce qu'il y a de beaux projets, bien évidemment. Donc voilà, malheureusement. Et en fait, la dématérialisation, ça aussi fait... il y a une adaptation, une nouvelle adaptation à un service, une façon de travailler. Donc, en effet, pour eux, c'est aussi plus compliqué. Donc, c'est un service indispensable aux communes. Voilà, on lance ce recrutement pour pouvoir les soulager. C'est vraiment très, très important. Alors, dans le tableau, vous avez donc les certificats. Je vous donne simplement les chiffres. Pour les certificats d'urbanisme, on passe de type B, on passe de 30 à 36 euros. Permis de démolir de 59 à 73, déclaration préalable de 52 à 64, permis de construire de 74 à 91, permis d'aménager de 89 à 109, je parle en euros bien sûr, permis d'aménager simple de 52 euros à 64, modification de permis de construire de 52 à 64, modification de permis d'aménager de 52 à 64 euros. Donc voilà, il vous est demandé donc d'adopter ces tarifs dans le cadre du service intercommunal, donc des droits des sols, au titre de l'année 2022. Avez-vous des remarques, des objections? Non? Écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Il y a un contre. Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Merci Dominique. Alors, on passe au point suivant qui concerne le volet de la commande publique avec un marché de fourniture courante et de services. Ça concerne les carburants à la pompe par carte accréditive. C'est sur le secteur de la Tranche-sur-Mer. En fait, en septembre 2021, ce lot numéro 2, donc, qui concerne la fourniture de carburant à la pompe secteur de la Tranche-sur-Mer, avait été déclaré sans suite pour cause d'infructuosité. Et donc, du coup, cette consultation a été relancée sous forme d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence, conformément à l'article R du Code de la commande publique. Donc, là, vous avez donc la durée du marché qui est fixée dans sa notification du 31 décembre 2022, pourra faire l'objet de 3 reconductions, donc jusqu'en 2025. Et donc après analyse des offres, il vous est proposé d'attribuer donc ce lot numéro 2 à l'entreprise Solumac de Luçon pour un montant au devis estimatif non contractuel de 3 516,80 € hors taxes par an, motorisé, donc assigner les pièces inhérentes au marché avec les soumissionnaires, et puis d'attester que les dépenses correspondantes sont bien inscrites au budget de l'exercice concerné. Y a-t-il des questions? Non, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie.
on change de sujet et on part sur les aides au niveau des entreprises. C'est Bruno qui nous le présente. Ça y est, c'est bien. Donc le premier point, c'est une demande de prolongation d'une subvention qui avait été octroyée à l'entreprise Ladive à Saint-Michel-en-Lerme. C'est un camping en fait. C'est une aide qui avait été octroyée, ça fait sur l'ancien système de financement des entreprises, c'était 10 000 €. La société a changé de nom suite au rachat de la société et le nouveau acquéreur nous demande un peu plus de temps pour faire les travaux. La subvention était caduque au 17 juin 2022 et il nous demande d'aller jusqu'au 31 décembre de cette année. C'est des travaux en fait de couverture d'une piscine et des cellules photovoltaïques pour chauffer la piscine pour améliorer le taux de remplissage du camping, notamment avant le début de la saison touristique. Donc ce qui est proposé aux membres du Conseil, c'est d'accorder le délai supplémentaire pour ces 10 000 € qui passerait donc jusqu'au 31 décembre 2022 et d'autoriser Madame la Présidente à signer les documents. Y a-t-il des questions? Non? On va procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? Non? Abstention? Non? Merci. Le deuxième point, c'est le dispositif d'aide financière aux projets immobiliers des entreprises. Donc vous vous souvenez qu'on avait déjà voté un premier volet qui était plus pour les grosses entreprises qui avaient des investissements plus conséquents de l'ordre de 200 à 400 €. Et maintenant, c'est un dispositif qui est plus tourné vers les petites entreprises pour leur apporter une aide quand elles sont ou des projets de production, de construction, de transformation, de réparation, de prestation de services. C'est pour les entreprises jusqu'à 5 salariés, le patron de l'entreprise étant considéré dans les 5. Sont éligibles ceux que je vous viens d'indiquer, sont exclus donc les professions libérales, les services financiers, banques et assurances, l'agriculture et la pêche, et sont aussi exclus les associations et les locataires de terrain, excepté ceux qui sont éligibles au dispositif PLCA, qu'on verra un peu plus tard. Les investissements immobiliers éligibles seront donc la création d'entreprises, la reprise d'entreprises, les projets de développement et les montées en gamme. Alors les projets de développement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est augmenter le chiffre d'affaires, c'est et ou augmenter les effectifs, et ou accompagner un plan d'investissement, et ou développer un nouveau produit ou prestation de service. Et en ce qui concerne la montée en gamme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les nouveaux process de fabrication, des investissements liés à l'obtention de labels, de marques nationales qui seraient reconnues, les investissements liés à la stratégie d'innovation et les démarches éco-responsables. Dans tout ce système sont exclus l'achat de murs nus sans aucun autre travaux. Le dispositif d'aide financière aidera les opérations suivantes, donc les acquisitions de terrains nus ou viabilisés, mais avec un projet immobilier bien sûr derrière, comme je viens de l'indiquer, des acquisitions de bâtiments dans le cadre de reprise d'entreprise ou de création d'entreprise, des constructions, des extensions, des rénovations, des aménagements de bâtiments neufs ou anciens à réhabiliter. Les frais de raccordement, les honoraires liés à la conduite de projet, les aménagements extérieurs. Comme je l'ai dit, les dépenses liées à l'acquisition des foncières nues ne sont pas prises en compte. Les rachats de parts de SCI, la TVA, les études diverses, tout ça n'est pas pris en compte et ne seront pas éligibles. À titre de dérogation, dans le cadre de reprise ou de création d'entreprises liées à l'acquisition de bâtiments existants, les mises aux normes seront éligibles. Ça peut être important pour une entreprise en croissance. Alors, le montant minimum de dépenses éligibles doit être de 30 000 €. Je vous rappelle que dans l'autre dispositif, c'était bien plus élevé. Et le taux d'aide sera de 20% maximum de la dépense éligible hors taxe pour le projet
qui nous sera soumis, et ceci sera plafonné au maximum à 15 000 €. Vous avez donc derrière un tableau qui explique les plafonds, donc 15 000 €, que ce soit en zone AFR ou en zone non AFR, sauf que les montants de subvention sont un peu différents, sont de 20 et de 30%. Et après, vous avez le taux d'aide PLCA, donc ça c'est un taux d'aide quand la région aide, nous on aide pour un certain montant, et si nous ne nous aidons pas, ils ne peuvent pas recevoir la subvention de la région. Donc c'est important d'avoir intégré ça dans ce nouveau plan d'aide aux entreprises, donc qui est de 3% et de 5% selon les moins de 2000 habitants ou plus de 2000 habitants. Le délai minimum pour redemander une subvention sera de 3 ans. Ce que on vous propose, c'est d'adopter ce deuxième dispositif d'aide financière au projet immobilier d'entreprise et d'approuver le règlement d'intervention de ce dispositif et d'autoriser Madame la Présidente à signer tous les documents inhérents à la mise en œuvre de cette délibération. Ce dispositif vient en fait d'une commission que l'on avait faite, d'une commission de développement économique, où on a discuté, donc on avait fait des tables, où il y avait à chacune des tables, je crois que tu étais là, les gens ont exprimé leur volonté de qu'est-ce qu'ils voulaient intégrer, et donc on a repris toutes ces demandes à l'intérieur de ce dispositif. Y a-t-il des questions? Oui. Est-ce qu'on a un droit, si je peux dire, un droit de regard? Est-ce qu'on a attribué la subvention? Je parle au niveau des effectifs, par exemple. Si au bout d'un an, les effectifs sont identiques au début, quand il y a eu la demande de la subvention, ou s'il n'y a pas eu, entre-temps, c'est-à-dire licenciement ou autre. Oui, bien sûr. L'idée, c'est d'avoir un engagement de l'entreprise sur l'augmentation des effectifs et éventuellement de revoir la subvention si les conditions ne sont pas remplies. Comment ça va se passer? En fait, les gens vont nous envoyer des dossiers, il y a des dossiers qui seront assez complets, qui reprendront en fait tout ce qu'il va faire et tout ce qu'il doit faire pour avoir besoin, enfin pour avoir droit à la subvention. Et si on voit que c'est pas respecté, ben, on arrêtera la subvention. Oui, bien sûr. Même chose d'ailleurs pour comme l'ancien dispositif. Enfin, pas l'ancien, mais le dispositif pour les grandes entreprises. D'autres questions? Non. On va procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non? Merci. On repasse la parole à Dominique et on repart sur l'urbanisme. La 43. Non, la 38. Oui, page 43. Page 42. Si tu es. Pardon. Ok, donc on est sur l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Train-des-Gondes-des-Noyers. On ne va pas l'oublier celui-là. Depuis le temps qu'il l'attend. C'est ça. 8 années. Bien, donc on refait l'histoire. En 2014, donc, le conseil municipal de Saint-Train-des-Gondes a décidé de prescrire l'élaboration du plan local d'urbanisme afin de s'assurer une meilleure maîtrise foncière et de développer la commune d'une manière plus pertinente. Après plusieurs années de procédure, le conseil communautaire a arrêté le PLU le 21 janvier 2021. Conformément au code de l'urbanisme, l'avis des personnes publiques associées a été sollicité en début 2021 et la réponse détaillée des différents avis figure en annexe de la présente délibération. Le projet a été soumis à une enquête publique organisée du 13 septembre au 15 octobre 2021. Les habitants ont fait part de leurs observations sur le projet. À la fin de l'enquête, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sur le projet du PLU. Afin de tenir compte des observations du public, les remarques des personnes publiques associées, il est nécessaire de procéder à certaines modifications du dossier tel qu'il a été présenté en annexe. Ce document de planification qui est soumis aujourd'hui à l'approbation du conseil communautaire, donc c'est celui qui vous est soumis. Donc on vous demande bien sûr d'approuver les modifications du dossier concernant donc l'arrêté du plan local d'urbanisme de Saint-Train-des-Gondes-des-Noyers pour tenir compte des remarques des personnes publiques associées et des observations qui ont été faites suite à l'enquête publique et d'approuver le PLU tel qu'annexé bien sûr en annexe
et de dire que ce PLU est tenu à la disposition du public de Sainte-Radégonde aux heures et jours habituels, tel qu'il sera publié sur le site du géoportail de l'urbanisme. D'indiquer également que la présente délibération sera soumise à Monsieur le Préfet et fera l'objet d'un affichage au siège de Sud-Vendée Littoral et en mairie de Sainte-Radégonde-des-Noyers durant 1 mois, et mention sera faite dans un journal diffusé dans le département. Et aussi de dire que la présente délibération sera exécutoire 1 mois après sa transmission au préfet, en l'absence de demande de modification de sa part et de la réalisation des autres formalités de publicité susvisées. Donc, je ne sais pas, René, si tu veux intervenir concernant les principales requêtes qui avaient été demandées par l'enquête. Waouh! Bon, ça va. Non, mais je disais que c'est un PLU qui était assez difficile à faire, d'autant plus que nous étions dans un premier temps une commune rétro-littorale. On est passé de commune littorale avec tous les inconvénients de la commune littorale sans avoir les avantages, puisqu'on n'a pas de plage à Sainte-Radégonde-des-Noyers. Donc il n'y a aucune ressource venant de la plage ou de touristes qui voudraient se faire bronzer. Alors on a bien le pont du Gros, mais c'est de la boue. Alors les bains de boue, c'est peut-être intéressant, mais pour le moment, c'est pas mis en place. Ceci dit, non, je pense qu'il faut d'abord remercier les services de la communauté de communes qui ont été patients avec les élus de Sainte-Radégonde-des-Noyers, parce que ça, c'est un PLU qui a été monté de toutes pièces par les élus de Sainte-Radégonde-des-Noyers et qui ont contesté auprès de l'État quand ça n'allait pas. Et on a été très bien encadré par le personnel de la communauté de communes. Ça, faut le dire, tous ceux qui se sont succédés, puisqu'il y en a eu quelques-uns. On a dû les épuiser, je pense. Non, c'est pas ça, je blague. Et donc, maintenant, on va avoir un outil qui va nous permettre de pouvoir travailler sereinement. Comme nous étions en RNU, on ne connaît pas la totalité du règlement national d'urbanisme, et on avait des questions qui étaient posées par les habitants et on ne pouvait pas répondre. Or, maintenant, notre service de l'urbanisme de la communauté de communes va pouvoir répondre, puisque je rappelle qu'avec ce RNU, ce n'était pas 2 mois d'attente, c'était 3 mois d'attente, puisqu'il fallait que le préfet, d'abord, regarde et donne son avis. Donc, merci à la communauté de communes, merci aux élus de Sainte-Radégonde qui ont travaillé, parce qu'il y a eu beaucoup de réunions, et ça correspond à ce qu'on recherchait. Voilà. Donc, je vous invite fortement à voter, même 2 fois. N'hésitez pas. On bourre les urnes comme on peut. Oui, pour avoir assisté au rendu de l'enquête publique là, sur la mairie de Sainte-Radégonde, c'est vrai que le commissaire enquêteur effectivement faisait part de sa satisfaction à avoir travaillé avec vous en très bonne collaboration, et enfin de voir qu'on puisse maintenant mettre en place, instaurer effectivement ce PLU. Donc, avez-vous des remarques, d'autres remarques? Non, c'est pas une remarque, juste une réflexion. C'est 8 ans pour un PLU communal. Un PLU il y a 43. 6 ans, je pense qu'on est optimiste, mais bon, ça, il n'y a rien. On verra. Non, mais si on est bien accompagné par un bureau d'études efficace... Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que... non, mais sans être... je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on a des services d'État, même pas d'ailleurs pour le SCOT, on voit bien qu'on risque encore d'avoir des problèmes concernant les 15 logements à l'hectare ou autres. D'abord, ils disent rien, mais quand ils sont bons, ils disent « ouais, ben là, c'est un petit peu... ça paraît bizarre ». Donc déjà, quand on dit ça, on sait déjà qu'on risque peut-être d'avoir des soucis. Mais je rappellerai que on a un service de la DTM qui est vraiment pas ouvert du tout. On n'est pas en 2050 aujourd'hui, on est en 2022. Or, pour eux, on est 2050. Je regrette, mais nous, on a besoin que des communes puissent se développer. Je rappelle que si on ne se développe pas, on meurt. Puisque maintenant, on peut plus... la seule possibilité de se développer, c'est sur le rocher, puisque nous sommes une île. Donc, il faut bien arriver, et puis faire des petites cases de 300 mètres carrés, je crois que ce n'est pas le but. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Les services de l'État, ils ne sont pas toujours faciles. Mais... avec Mme Chenevière, on a pu trouver un coin et ça nous a permis d'installer une entreprise de 10 salariés, et alors qu'ils ne voulaient pas. Donc je les remercie. Non, mais on va être optimiste pour notre PLUI à 43, on se fera accompagner. On a de l'expérience là maintenant, entre Saint-Hermine, voilà. Donc on se dit on sera plus optimiste que Nicolas. Bien, donc on va soumettre à votre vote cette délibération concernant effectivement donc l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers.
Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité, on vous en remercie. Enfin, ça s'arrose. Et on continue sur Saint-Radegonde. Donc on continue sur Saint-Radegonde avec l'instauration du périmètre de droit de préemption urbain sur la commune de Saint-Radegonde et délégation de son exercice à la commune et à la présidente. Donc maintenant que le PLU de Saint-Radegonde est approuvé, on peut donc désormais bénéficier, cette commune peut bénéficier de l'instauration du droit de préemption sur les zones urbaines et à urbaniser sur son territoire. Ainsi, le droit de préemption urbain sera mis en place sur toutes les zones urbaines et à urbaniser dans le cadre du PLU de Saint-Radegonde-des-Noyers. L'exercice de droit de préemption urbain sera délégué à la commune de Saint-Radegonde-des-Noyers pour les biens situés dans les zones urbaines et urbanisées, à l'exception bien sûr de, comme traditionnellement, des zones donc UE, 1 AUE et 2 AUE. Donc il vous est proposé ce soir d'instaurer le droit de préemption urbain sur les zones urbaines et urbanisées, donc définies dans le PLU de Saint-Radegonde, de déléguer l'exercice de ce droit de préemption à la commune de Saint-Radegonde-des-Noyers sur toutes les zones urbaines et à urbaniser sur son territoire, à l'exclusion des zones 1 AUE, UE et 2 AUE, de déléguer à Madame la Présidente l'exercice du droit de préemption urbain pour l'instruction des actes ne relevant pas de la délégation à la commune de Saint-Radegonde-des-Noyers, de dire que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la communauté de communes et dans la commune de Saint-Radegonde-des-Noyers d'une mention dans 2 journaux diffusés dans le département et sera également adressée à l'ensemble des organismes et services mentionnés à l'article R 211.3 du Code de l'urbanisme. Voilà. Avez-vous des remarques? Non. Donc on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. On vous en remercie. La délibération suivante, la 16e, c'est le retrait donc, du droit de préemption urbain pour la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine. Donc une convention tripartite a été signée entre la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine, l'EPF, et puis la communauté de communes dans le cadre de la conduite d'actions foncières en vue de réaliser un projet à vocation habitat sur le secteur de la merlaterie. Cette convention définit le périmètre d'action foncière comme suit, avec des parcelles cadastrées qui sont dénommées N130, 132, 226 et 230. Ces parcelles, d'une superficie globale de 11 850 m², sont classées en zone 1 AU au plan local d'urbanisme intercommunal du pays de Saint-Hermine. Dans le cadre de cette opération, la commune de Sainte-Gemme souhaiterait que soit délégué à l'établissement public foncier de la Vendée l'exercice de droit de préemption urbain sur le secteur présenté ci-dessus. Cette délégation partielle du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier de la Vendée ne peut être envisagée sans qu'au préalable, la communauté de communes ait procédé au retrait de l'exercice du droit de préemption urbain à la commune de Sainte-Gemme. Donc c'est ce qu'il vous a proposé ce soir, donc c'est de retirer l'exercice du droit de préemption urbain à la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine sur le secteur donc défini tout de suite par la convention tripartite entre la commune, l'EPF et la communauté de communes pour la durée de la convention précitée, éventuellement prorogée par avenant. Voilà, donc on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité, on vous en remercie. Ce sont que des formalités administratives, mais on est obligé d'y passer. On en est désolé, mais c'est comme ça. La délibération suivante, la 17e, c'est la délégation du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier de la Vendée pour la commune de Sainte-Gemme. Donc en fait, c'est la suite logique. C'est de dire maintenant que l'exercice de droit de préemption urbain ayant été retiré à la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine sur son secteur, le secteur défini préalablement donc de la merlaterie, la commune notée de communes pourront décider de déléguer l'exercice de droit de préemption urbain à l'établissement public foncier de la Vendée sur ce même périmètre. Donc on vous demande de déléguer l'exercice de droit de préemption urbain à l'EPF de la Vendée sur le secteur défini. Avez-vous des remarques? Non. On le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. 18e délibération, retrait du droit de préemption urbain pour la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine. Donc là, on est sur un autre parcellaire. Donc c'est la même chose. Donc la convention tripartite signée entre l'EPF, la commune et la communauté de communes. Donc pour l'étude d'une mission donc en vue de réaliser un projet de restructuration d'un îlot en centre-bourg.
Donc les parcelles sont cadastrées, et puis la superficie totale est donc de 3141 mètres carrés en zone UA au plan local d'urbanisme intercommunal du pays de Saint-Hermine. Dans le cadre de cette opération, la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine souhaiterait que soit délégué à l'EPF de la Vendée l'exercice du droit de préemption urbain sur le secteur présenté ci-dessus. Donc voilà, on vous demande de retirer l'exercice du droit de préemption urbain à la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine sur le secteur concerné par la convention tripartite conclue entre la commune, l'EPF et la communauté de communes sur le parcellaire. Avez-vous des remarques? Non. Donc on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, on vous en remercie. Maintenant, délégation du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier de la Vendée pour la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine. On repart sur le même dispositif, c'est-à-dire que maintenant, on vous demande de déléguer donc cet exercice du droit de préemption urbain qui a été retiré au préalable à la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine, donc, et de le déléguer donc, à l'établissement public foncier de la Vendée sur le périmètre défini. Avez-vous des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, je vous en remercie. Retrait du droit de préemption urbain pour la commune de la Réorte. On parle toujours de la même chose. Oui. Mais ce sont des délibérations qu'on est obligé de vous présenter. C'est le formalisme, je suis désolé. C'est administratif, mais si on ne le dit pas haut et fort, je pense qu'on peut être retoqué après. Pardon? Oui, tu as raison. Je continue? Là, on peut... Attention, on est sur la commune de la Réorte. Moi, et maintenant, on peut se retirer. Hein, si demain les services de l'État retoquent... Non, faut faire... Bon, il y a une convention tripartite, bien sûr, entre la commune de la Réorte, l'EPF de la Vendée et puis la communauté de communes sur la réalisation d'un projet de renouvellement urbain d'un îlot à Féol. Alors, cet îlot est cadastré avec un grand nombre de parcelles que l'on ne va pas désigner ici. C'est sur une superficie quand même qui est assez importante, de 24 520 mètres carrés, qui est classée donc en zone UB au plan local d'urbanisme intercommunal de l'ancien pays de Saint-Hermine. Ce qui vous est demandé, donc, tout simplement, c'est de retirer l'exercice de droit de préemption urbain à la commune de la Réorte dans le plan local d'urbanisme intercommunal de l'ancien pays de Saint-Hermine, sur le secteur concerné de la Convention, donc entre la commune, l'établissement public foncier, et puis la communauté de communes, pour la durée de la Convention. Avez-vous des remarques? Magali, non? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité, je vous en remercie. Et puis l'autre délibération, c'est la délégation du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier de la Vendée pour la commune de la Réorte. Donc tout naturellement, c'est en fait donc le parcellaire de 24 520 mètres carrés, donc classé en zone UB au plan local d'urbanisme intercommunal de l'ancien pays de Saint-Hermine. Dans le cadre donc de l'opération, la commune de la Réorte a souhaité que soit délégué à l'EPF de la Vendée l'exercice de droit de préemption urbain sur le secteur présenté ci-dessus. Donc on vous demande donc de déléguer l'exercice de droit de préemption urbain à l'établissement public foncier de la Vendée. Avez-vous des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité. Merci pour nous et pour la commune de la Réorte. Merci beaucoup Dominique. Mais voilà, le formalisme, c'est important. Et on poursuit, et c'est Pierre qui va nous parler de la politique des déchets. Voilà, donc vous savez déjà, hein, on avait décidé d'harmoniser le mode de financement de la communauté de communes avec un retour à la taxe pendant 3 années pour ensuite aller à la redevance incitative en 2026. Donc cette harmonisation nous oblige et nous conduit à harmoniser aussi les redevances spéciales, puisque le retour à la taxe va nous amener à proposer la redevance spéciale à des professionnels qui ont des volumes importants d'ordures ménagères. Et donc l'harmonisation porte sur le volume minimum pour cela. Et donc cette délibération, on vous propose d'harmoniser comme c'était le cas sur Saint-Hermine jusque-là et de le faire pour tout le monde. C'est-à-dire que
passeraient à la redevance spéciale seules les structures professionnelles qui ont au-delà de 660 litres par semaine. Voilà. Donc, l'objectif, c'est qu'on simplifie un peu le système pour ne pas avoir... c'est qu'une période transitoire. Voilà. Hein, donc, si vous avez des questions par rapport à ça, hein, donc, on vous propose d'approuver hein, ce règlement nouveau d'harmonisation à 660 litres minimum. Voilà. Et puis, bien sûr, d'autoriser la mise en place de ce règlement. Alors, le règlement vous était donné en annexe. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc, qui est contre cette évolution d'harmonisation? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Donc, en conséquence de cette nouvelle formule, il nous faut fixer un tarif qui soit le même pour tous. Et donc, il y avait des tarifs très différents selon les territoires avant. Et là, on vous propose de passer à un tarif au vu des résultats 2020. Hein, donc, on ne fait pas ça au doigt mouillé. Hein, on a toute une procédure de calcul avec un système compte à coût hein, qui est normalisé au niveau départemental et même national. Et donc, on peut fixer des prix sur des bases de calcul assez précis. Et là, on vous propose de faire un tarif à 5 centimes 90 d'euros du litre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions autour de ça? Qui est contre ce tarif? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Alors, une évolution aussi qui va commencer dès le 1er avril. Donc, les campings sont exclus de la collecte qui était faite jusque-là en ordures ménagères. Donc maintenant, c'est un contrat qui est passé par la Fédération des campings avec un prestataire privé. Donc c'est vrai que c'est une tâche qui ne nous revient pas parce qu'on n'était pas compétitif par rapport au prix de marché qu'ils ont pu obtenir là. Hein, donc ça, c'est au niveau ordures ménagères. Mais au niveau emballage et tout ce qui est potentiellement en point d'apport volontaire, donc là, et y compris les emballages, là, on garde la main parce qu'on a des moyens de traitement en Vendée à des prix plus intéressants pour les professionnels. Voilà. Donc les campings, l'évolution, c'est que les campings seront dotés de colonnes aériennes pour les emballages, en plus de celles éventuellement présentes pour le verre et le papier. Voilà. Et donc avec une évolution aussi, c'est que obligatoirement, tous ces points d'apport volontaires devront être dans les campings. Hein. Certains campings avaient des points d'apport volontaires sur le domaine public, là non, hein, parce que évidemment cette collecte ne sera plus gratuite. Et là aussi, on vous propose un tarif de 25 € TTC par levée de colonne, quel qu'en soit le flux. Et la souplesse proposée, c'est que les gérants de camping nous appellent quand leurs PAV sont pleins, comme cela, pour valoriser au mieux le volume des points d'apport volontaires. Voilà. Ça va, ça? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Qui est pour valider cette délibération avec ce tarif au camping? Alors, pardon, qui est contre plutôt? Ça sera plus simple. Hein? Qui s'abstient? Bon, ben merci pour votre unanimité. Et puis, dernier point. Donc, il y a un certain nombre de services en déchetterie hein, ouverts aux professionnels et on se rend compte que les prix n'ont pas été réévalués depuis 2019 et quand on fait les calculs justement avec les outils que l'on a, on se rend compte que les professionnels ne payent pas à leur juste niveau les apports en déchetterie. Donc si les professionnels ne payent pas, c'est les particuliers qui financent en clair. Donc on a souhaité, après débat en commission, réévaluer les tarifs. Hein. Donc, vous avez le tableau, je pense, devant vous. Hein, le tout venant hein, qui augmente, les déchets verts, les gravats, le bois, les plastiques. Et on ajoute 2 nouveaux produits hein, que les professionnels apportent facilement. C'est le plâtre et le polystyrène. Le carton, lui, reste gratuit parce qu'il est très bien valorisé. Donc, on encourage vraiment tous les professionnels à apporter leur carton parce que, voilà,
Il y a une bonne valorisation. Je ne vous rappelle pas l'évolution des tarifs. Et puis voilà. Si également, les composteurs, oui, alors, les composteurs, c'est pas pour les professionnels, ça c'est pour tous les particuliers. Vas-y. Alors, les métaux, c'est différent, c'est-à-dire que, en fait, ça fait partie du tri, hein, qui est donc. Parce que on ne fait pas d'apport de métaux spécifiques pour les professionnels. Hein, voilà, on les invite à trier, à se débarrasser des métaux, mais c'est pas valorisé, c'est pas payé. Parce que les métaux, c'est pareil. Il y a une valorisation des métaux. Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est contre ces tarifs? Alors, en effet, il y a deux... Oui, pardon. Il y a des agriculteurs qui viennent avec des bêtes et des remorques pleines de déchets verts. Eux ne payent pas. Pourquoi? Dans ce cas-là, pourquoi? Alors, on taxe les... Oui. Alors, demandez 25 € par véhicule. Les agriculteurs vont côté des remorques qui ne payent pas. Vous et les équipiers, donc moi, je suis contre le fait de faire payer, même les artisans, tous les artisans, je suis contre le fait de leur faire payer quoi que ce soit au niveau. On va retrouver les dépôts sauvages. C'est sûr, c'est... Alors, quelques éléments de réponse. Ces questions sont légitimes, elles sont fréquemment posées. Concernant les dépôts sauvages, c'est en effet la peur que l'on a tous. Hein, et donc, ce qu'on observe, c'est qu'en effet, les dépôts sauvages, il y en a, mais on ne peut pas dire, avec l'expérience de toutes les communautés de communes, parce que toutes les communautés de communes font payer les mêmes choses, d'accord? Oui. Et donc, cette tarification ne fait pas augmenter les dépôts sauvages. Voilà. Mais c'est vrai que la peur, on l'a, et c'est normal qu'elle soit soulevée à chaque fois. Voilà. Hein, c'est un phénomène bien plus complexe, les dépôts sauvages, que la simple tarification. Deuxième point, sur les pros. C'est vrai qu'en effet, les professionnels payent, mais il faut savoir qu'au départ, Trivalis a été créé, ainsi que nous, comme collecteurs des déchets. Notre métier, en principe, c'est collecter les particuliers. Nous n'avons pas vocation à collecter les professionnels. Dans les faits, compte tenu qu'il y a énormément de professionnels de petite taille et qui donc n'auraient pas de solution facile pour gérer leurs déchets à part, donc on accepte ces déchets-là. Mais il importe pour nous de les faire payer. Alors, troisième élément, les agriculteurs. Les agriculteurs, avec leurs remorques et leurs tracteurs, sont maintenant interdits d'accès aux déchetteries. Le nouveau règlement, vous l'avez voté il n'y a pas si longtemps. Ça soulève des débats d'ailleurs. Hein. On doit rencontrer prochainement la Chambre d'agriculture pour étudier avec les agriculteurs comment ils peuvent valoriser autrement leurs déchets verts. Mais sachez que les agriculteurs avec leurs gros volumes, et certains en ont des gros volumes en effet, n'ont plus accès avec leurs tracteurs à la déchetterie. Voilà. Oui, voilà, mais vous savez, il y a des exceptions pour tout, mais les agents se font mal voir quelquefois parce qu'ils refusent un certain nombre, et puis moi j'ai les coups de téléphone d'ailleurs après, hein, voilà. Non, les agents font bien leur travail, les professionnels aussi, vous savez, il y a des compromis quelquefois qui sont trouvés pour que tout le monde s'y retrouve, hein, voilà. Voilà, on en est là actuellement. On envisage dans les années à venir un barriérage des déchetteries aussi. Ça sera une nouvelle étape. Hein. Et donc on en reparlera le moment venu, hein, parce que voilà. Hein. Voilà.
L'idée, il y a un gros travail qui est mené en ce moment au niveau des déchetteries, hein, parce que justement, on sait très bien qu'il faut valoriser ces déchets verts. Comme le dit justement Pierre, le barriérage, ça va nous permettre aussi de travailler différemment l'approche dans nos déchetteries. Le travail est en cours. Sans doute qu'il faut réfléchir aux déchets verts. Certaines communes qu'on a rencontrées il n'y a pas très longtemps se sont organisées, en effet, pour avoir des plateformes disponibles et pour ensuite pouvoir bénéficier du broyeur, pour que les particuliers puissent venir chercher. Voilà, il y a une réflexion autour des déchets verts qui est à mener. Voilà, aujourd'hui, c'est une première étape. Moi, je dirais que sur beaucoup de déchets, on ne peut pas tout faire gratuit. Enfin, c'est juste impossible. Derrière, c'est un service. Derrière, qui est-ce qui paie? Ce sont nous tous, hein, qui participons au fonctionnement des déchetteries. Mais sur les déchets verts, on a une véritable réflexion à mener, parce que ce soit les communes, les particuliers, on a tous une véritable problématique de stockage, de réemploi. Voilà, comment le valoriser. C'est vrai que pour un jeune entrepreneur qui est à son compte depuis peu de temps, quel qu'il soit, ça coûte beaucoup d'argent. C'est très inhérent à ce stockage, c'est important. Si je peux me permettre, vous avez sûrement raison, hein, c'est pas la mort du petit artisan qui est l'objet du truc là. C'est qu'à chaque fois, j'ai fait venir des gens pour couper mes arbres. Ils m'ont fait une facture et j'ai payé l'enlèvement des déchets. Donc, je suppose quand il est à la déchetterie, pour lui c'est zéro, c'est moi qui ai payé. J'ai donc payé l'enlèvement des déchets. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'autres. C'est vrai à peu près pour tous les métiers. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Donc, finalement, le pollueur, puisque je suis pollueur, je vais payer. Non, mais c'est vrai que les déchets verts, de plus en plus, on va être amené à évoluer dans notre façon de gérer les déchets verts. Parce que les déchets verts, à terme, il ne faudrait plus parler de déchets. C'est vraiment une matière utilisable, valorisable. Ouais. Donc la question, c'est, compte tenu des volumes et tout cela, comment on les valorise? Et ça suppose du broyage, ça suppose de l'espace et du temps. Alors voilà. Hein, donc une fois qu'on a dit ça, eh ben voilà, à travailler. Mais je pense à votre fils, il est paysagiste. C'est vrai qu'aujourd'hui, un broyeur apporte des solutions, mais il faut l'espace pour stocker, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Voilà. Non, mais j'entends. C'est la solution, c'est aujourd'hui, c'est ce vers quoi on doit réfléchir aussi à créer des espaces, voilà, les valoriser. Voilà, bon, Alors, oui, en effet, hein, il faut peut-être voter sur cette dernière délibération. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Qui est contre cette évolution des tarifs? Qui s'abstient? Merci de votre approbation. Oui, il est toujours contre. Il avait voté contre. Vous aviez voté contre? D'accord. Voilà. Une voix contre et abstention. Merci. Pierre. Et on revient vers Bruno pour une vente. Donc, c'est les sociétés. Puis il faut attendre. Voilà. Donc, société TVL, activité de mécanique pour poids lourds. Ils font des vérifications générales périodiques aussi pour poids lourds. Elle est aujourd'hui située à la zone d'activité Lénou et elle voudrait acheter en fait la parcelle qui est contiguë à la parcelle qu'elle a aujourd'hui sur exactement le même territoire. Je ne sais pas si vous avez regardé le plan, c'est une parcelle qui a une configuration particulière et on est content de la vendre parce que ça aurait été difficile de la vendre si ce n'était pas cette société-là. Donc, la société se développe bien et ils voudraient donc acheter les 1400 mètres carrés que vous pouvez voir sur le plan pour poursuivre leur développement et puis ça leur permet aussi de créer un centre de circulation pour les poids lourds autour du bâtiment. Donc il est proposé de céder cette parcelle de 1400 mètres carrés au prix de 8 € hors taxe le mètre
étant précisé qu'une division parcellaire va déterminer la superficie réelle à la fin. Il est également précisé, comme on le fait maintenant chaque fois, que l'acte authentique de vente comportera une obligation de faire, c'est-à-dire que si l'entrepreneur ne fait pas ce qu'il nous a dit et ce pourquoi il a acheté le terrain, et ben, au bout d'un moment, on peut reprendre le terrain. Voilà. Au vu de l'opportunité que représente ce projet, donc de céder cette emprise foncière de 1400 m² située sur les Noues, on vous propose donc de consentir cette vente au prix de 8 € le mètre carré, d'autoriser Madame la Présidente à signer, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Y a-t-il des questions? Non? Je propose de passer au vote. Quelqu'un est-il contre? Non? Abstention? Non. Merci. Merci beaucoup. Et on passe au programme littérature jeunesse avec une convention de coopération avec la ville de Luçon. C'est un avenant et c'est Guy Barbeau qui nous le présente. C'est un avenant concernant qu'on a passé avec la ville de Luçon. C'est le programme littérature jeunesse qui s'articule aujourd'hui essentiellement autour de 2 actions qui sont organisées chaque année alternativement, à savoir la semaine du livre jeunesse et une résidence d'auteur l'année d'après. Initialement créée par la ville de Luçon autour de la semaine du livre, la conception, le développement, l'organisation et la promotion de cet événement ont été confiés à la communauté de communes du Pays de la Mer et par la suite à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Néanmoins, la ville de Luçon est restée un partenaire très investi dans la réalisation de ce projet. C'est pourquoi une convention de coopération a été conclue entre elles deux. Cette convention a principalement pour objet d'établir les modalités de mise en œuvre du programme littérature jeunesse et de répartir les attributions de chacune des parties prenantes, tant dans la conception et l'élaboration du dit programme que pour la réalisation des événements. Pour ces derniers sont définis et répartis les moyens matériels, humains nécessaires. Les modalités financières pour leur bonne tenue sont également arrêtées. À ce titre, la commune de Luçon apporte une contribution financière qui s'ajoute à celle des autres financeurs du projet que sont l'État par le truchement de la Direction régionale des affaires culturelles et du Centre national du livre, la région des Pays de la Loire, le département de la Vendée ou encore la SOFIA, Société française des intérêts des auteurs de l'écrit. Pour l'édition 2020-2023, la base de calcul de la contribution financière de la ville de Luçon était calculée sur le reste à charge de la communauté de communes après ces divers subventionnements à hauteur de 50% et dans la limite de 25 000 €, et s'agissant de la semaine du livre jeunesse et dans celle de 10 000 € pour la résidence du livre, ce par édition. La ville de Luçon a demandé à la communauté de communes de pouvoir réajuster sa participation financière pour la semaine du livre en fixant son plafond d'intervention à 20 000 €, et ce, à partir de la seconde édition de la semaine du livre jeunesse, soit pour l'édition 2022. Pour acter ces nouvelles dispositions, un avenant doit être établi. Ainsi, l'article 4.2, modalités financières de la dite convention de coopération est modifié à compter de l'édition 2022 de la semaine du livre jeunesse, comme suit. Article 4-2, modalités financières. La ville s'engage à contribuer financièrement à chacun des événements annuels de la manière suivante. Semaine du livre jeunesse, 50% du reste à charge de la communauté de communes dans la limite de 20 000 € par édition. Résidence d'auteur, 50% du reste à charge de la communauté de communes dans la limite de 10 000 €. La participation de la ville sera versée à la suite du bilan financier établi par le pôle lecture public et visé par la présidente des réceptions du titre de recette émis par la communauté de communes en direction de la ville. Il est précisé par ailleurs que le dit avenant ne comprend aucune autre modification. Y a-t-il des questions ? Il vous est proposé d'autoriser la modification de la convention de coopération entre la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et la ville de Luçon pour la mise en œuvre du programme littérature jeunesse et l'organisation de la semaine du livre jeunesse et la résidence d'auteur. Je vous apprends que la semaine du livre jeunesse va avoir lieu dans 45 jours, du 9 au 15 mai 2022.
et d'autoriser Madame la Présidente à conclure et signer le dit avenant et tous les actes d'exécution qui peuvent en découler. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Et nous passons à la délibération suivante. Je passe la parole à Patrice pour le sport. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vous propose une convention de partenariat avec le comité départemental olympique et sportif pour l'animation du label Terre de Jeux 2024. Le comité départemental olympique et sportif est venu déjà présenter ce projet à la conférence des maires du 13 décembre, en présence aussi de la commission qui a émis un avis favorable. Le contexte, bien sûr, c'est les Jeux olympiques et paralympiques d'été qui auront lieu en France en 2024. Au niveau national, le label Terre de Jeux 2024 est porté par le comité olympique et doit permettre à toutes les collectivités d'adhérer gratuitement pour vivre plus près cet événement national et international. Cela étant dit, j'arrive au projet de cette délibération qui est le comité départemental olympique qui s'est engagé dans une démarche locale au plus près des Vendéens en créant Vendée Terre de Sport. Le but, c'est de valoriser le label Terre de Jeux 2024, inviter à des tables rondes avec des sportifs de haut niveau, accompagner la démarche sport-santé, soutenir les sportifs du team Sport Vendée qui participeront aux Jeux olympiques, accompagner les côtés dans des actions en faveur de la citoyenneté, de la santé et du développement durable, et aussi mettre des moyens à disposition pour la communication sur les Jeux. En ce qui concerne la côté de commune, les personnes qui seront concernées, bien sûr, en premier les éducateurs sportifs qui interviennent dans les écoles, mais aussi dans les accueils de loisirs. Les centres aquatiques, bien sûr, avec toutes les activités qui seront proposées autour de la natation. Le sport santé au travers du contrat local de santé. La participation aux animations annuelles de la semaine olympique et paralympique qui aura lieu tous les ans en février. La journée olympique qui aura lieu autour du 21 juin, et la semaine santé-sport qui aura lieu, elle, en septembre. Mais aussi, il y a aussi toutes les communes, toutes les associations sportives qui vont bien faire la promotion de leur activité au travers des JO. Pour la côté de commune, afin de conventionner avec le SDOS, celui-ci a consenti un tarif à 3 000 € par an qui sera pris sur le budget des centres aquatiques et de la santé. La convention signée avec SVL donnera aussi la possibilité aux 43 communes de conventionner directement avec le SDOS avec une participation réduite à 5 centimes par habitant et par an. Un courrier co-signé par la présidente et le président du SDOS sera adressé à toutes les communes bientôt, d'ici une dizaine de jours. Déjà, des communes, d'à côté de communes, n'ont pas attendu cette démarche pour adhérer et elles se sont déjà inscrites à Terre de Jeux 2024 et à Vendée Terre de Sport. Le conseil départemental s'est aussi associé à cette démarche, et ce qui va permettre le passage de la flamme avant l'été 2024 dans le département, et certaines communes auront la chance d'être sur le parcours et pourront faire évidemment des animations autour du passage de la flamme. Voilà ce que je voulais vous présenter. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet de partenariat avec le SDOS? Non. Donc moi je vous propose d'autoriser la présidente à signer la convention de partenariat avec le SDOS 85 pour faire vivre le label Terre de Jeux 2024 et Vendée Terre de Sport pour les 3 ans à venir à l'échelle des côtés de commune Sud-Vendée Littoral. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Patrice. Et on arrive à la dernière délibération sur les ressources humaines avec une modification du tableau des emplois. Donc il vous est proposé, considérant le recrutement du candidat sur le poste chargé de mission planification actuellement vacant, il est proposé de créer un grade de rédacteur à temps complet et de supprimer le grade de technicien à temps complet, grade initialement prévu pour ce poste. Et puis, considérant le reclassement pour la filière médico-sociale, un nouveau cadre d'emploi d'auxiliaire de puéricultrice est créé en catégorie B. Tous les auxiliaires de puériculture sont intégrés et replacés dans ce cadre d'emploi. Et donc, il vous est proposé d'autoriser la création, la suppression et la modification des grades cités-situs, de modifier le tableau des effectifs actualisés, que vous avez donc en annexe, et compléter et arrêter, à compter du 1er avril 2022, de m'autoriser à signer les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions?
Je me vois, est-il ou contre? Des abstentions? Merci. J'en ai terminé pour les délibérations formelles. Y a-t-il des questions? Oui, je t'en prie. Oui, j'ai une question. Il a été question tout à l'heure de, comment dire, de ce qu'on doit payer pour les actes d'urbanisme qui vont être en augmentation. Donc, loin de moi la pensée de contester ça. D'ailleurs, je l'ai voté, bien entendu. Et ce sera quand même difficile, d'autant plus que la DGF, en ce qui me concerne, est à nouveau en baisse cette année de 26%. Mais enfin, on fera l'effort quand même. Mais c'est plutôt la partie taxe d'aménagement que je voulais aborder, puisque j'ai lu dans quelque chose que j'ai reçu cette semaine. Qu'on a reçu, oui, la lettre de l'intercommunalité. Ouais. Ah, ouais, voilà. Depuis le vote de la loi de finances pour 2022, la commune doit reverser tout ou partie de la taxe d'aménagement qu'elle perçoit au profit de l'EPCI dont elle est membre. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ça? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un peu plus complexe. Hein. C'est pas la taxe d'aménagement, l'ensemble des taxes d'aménagement, c'est lié finalement à un service ou un équipement qu'on serait amené nous-mêmes à avoir dans le cadre d'un rayonnement. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense que le dossier, il faut le mettre sur la table, non pas, je dirais, sur de l'habitation, mais sur, par exemple, les zones d'activité. Moi, je le dis, c'est un chantier que je souhaite ouvrir parce qu'aujourd'hui, on a la communauté de communes qui achète des terrains, qui les viabilise, qui les commercialise, ça lui coûte de l'argent, et derrière, elle ne perçoit pas de taxe d'aménagement. C'est les communes qui le reçoivent et les communes qui reçoivent le foncier bâti, puisque je vous rappelle qu'on ne perçoit pas de foncier bâti. Donc je pense que typiquement sur ce type de taxe d'aménagement, moi je suis favorable à ce qu'on ait un échange, puisqu'encore une fois, si je prends le cas de ma commune, et ce sera assez facile, le Péné de la Mer a acheté des terrains, les a viabilisés, comment dirais-je, a mis un atelier relais, et derrière, c'est vrai que la commune profite, je dirais, de cet attrait, parce qu'il y a des populations qui viennent, il y a de l'emploi, etc. Et en plus, je perçois de la fiscalité. Donc à un moment donné, c'est vrai que typiquement sur les zones d'activité, je crois qu'il faut en débattre. Pour le reste, il n'y a pas de sujet pour moi, parce que ce sera difficile de justifier ici une médiathèque, ici une piscine, ici qui justifierait d'aller percevoir de la taxe d'aménagement. Je pense que là, on mettrait le doigt sur quelque chose d'un peu complexe. Mais en tout cas, sur les zones d'activité, je crois que ça peut se discuter assez facilement, à mon sens. Voilà. Pour les nouvelles zones artisanales. Pour les zones. Parce que celles qui existent et qui ont été payées par les communes, ça rentrerait pas en compte. Alors, je rappelle que tout le foncier disponible, on l'a racheté dans le cadre du transfert de compétences. Oui, non, mais c'est l'a payé, mais on t'a racheté. Le foncier aujourd'hui disponible, on l'a racheté. Donc aujourd'hui, le foncier disponible, il est intercommunal. Oui, on l'a racheté, Donc c'est un débat qui va s'ouvrir, en effet, on l'a tous reçu, on en a parlé tout à l'heure justement, donc voilà, c'est un débat à ouvrir. Ça dépend des... ça dépend. Oui, non, mais c'est intéressant de voir, parce qu'on s'est tous interrogés, en effet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, du coup, je clôt ce conseil communautaire, je vous remercie.